Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans ce nouveau débrief à chaud sur Can Inside. Aujourd'hui, on doit parler de ce match du FC Barcelone. On doit parler de cette purge absolue face au Rayo Vallecano. Et je vais vous faire une confidence d'entrée de jeu. Je crois que là, on vient clairement d'assister à l'un des pires matchs de l'ère Hansi Flick. Pire même que certaines défaites douloureuses qu'on a pu subir récemment. Je repense à la défaite contre la Real Sociedad. Je repense à certaines purges contre l'Atlético de Madrid la saison dernière. Mais là, les frères, on a touché le fond dans le contenu. On a été tellement meilleur que ça par le passé. Le niveau de jeu qui a été proposé aujourd'hui sur la pelouse, c'était tout simplement catastrophique. Mais au bout d'un moment, les frères, il faut se poser les bonnes questions. Je ne comprends pas cet acharnement de la Liga. Ce qui est honteux, ce qui m'a vraiment donné envie d'éteindre ma télévision aujourd'hui, c'est ce que l'équipe a proposé offensivement. Les gars, c'était cataclysmique. Le néant le plus total. Une animation offensive digne d'une équipe de bas de tableau qui joue le maintien en tremblant. Il n'y avait rien. Pas de créativité, pas de mouvement, des transmissions lentes, des passes à contretemps en permanence. Et vous savez comment on reconnaît qu'une équipe censée être ultra dominatrice et leader du jeu a fait un match misérable? C'est très simple. Il suffit de regarder qui a été le meilleur joueur sur le terrain. Aujourd'hui, face au Rayo Vallecano, une équipe qu'on doit normalement plier en 45 minutes, notre meilleur joueur de très très loin, c'était notre gardien de but. Johan Garcia, les frères! Le mec a été exceptionnel, il a sorti une prestation stratosphérique. Et heureusement qu'il était là, sinon on rentrait à la maison avec une valise et une humiliation. Et c'est justement de sa performance XXL, de ses arrêts miracles et de son importance vitale dans le système hyper risqué de Hansi Flick qu'il faut absolument qu'on parle tout de suite. Parce que oui les gars, il faut qu'on prenne 2 minutes pour s'incliner devant ce que vient de nous sortir Johan Garcia. Quand tu vois un gardien de but capable de te faire des arrêts de cette envergure, quand tu vois un portier capable d'être aussi décisif et de te sauver littéralement la mise les jours où toute ton équipe de champ est complètement à la rue, tu te rends compte à quel point ce poste est sous-coté. C'est tellement sous-coté dans le football moderne d'avoir un mec qui te rapporte des points à lui tout seul. Je me pose sincèrement la question les frères et je vous la pose à vous dans les commentaires. Comment on a fait toutes ces années? Comment on a fait pour survivre ou même pour aller gagner une Liga il y a 2 ans avec les incertitudes qu'on a eues au poste de gardien? Quand on se tapait les limites d'un Iñaki Peña qui tremblait à chaque sortie aérienne, quand on devait bricoler avec l'arrivée d'un Szczesny sorti de sa retraite ou même avec les baisses de régime d'un Ter Stegen, comment on a fait? Aujourd'hui, on comprend enfin la différence fondamentale entre un bon gardien et un gardien de classe mondiale qui te fait gagner des matchs. Repensez juste une seule seconde à cette double confrontation maudite contre l'Inter Milan en Ligue des Champions il y a quelques temps. Je vous le signe en bas de la page les gars. Si tu as ce Johan Garcia là dans les buts ce soir-là, l'histoire est totalement différente. La qualification, on va la chercher. Parce que sur les buts qu'on s'est pris à l'époque, on avait tous le même discours fataliste. On se disait tous « Ouais, mais le gardien ne peut rien faire. L'attaquant est seul, la défense l'a abandonné, c'est mort ». Eh bien devinez quoi? Aujourd'hui, on a vu que sur ces mêmes situations catastrophiques, Johan Garcia te sort l'arrêt. Il te gagne des 1 contre 1, il te gagne des 1 contre 3, il te gagne des 1 contre 4. Le mec devient gigantesque face aux attaquants adverses. C'est une dinguerie absolue de dégager une telle sérénité. Et c'est là qu'on touche au point le plus crucial de son intégration. Ce qui est magnifique avec Johan Garcia aujourd'hui, c'est que son profil de jeu est à 2000% compatible avec la philosophie du Barça sous Hansi Flick. On le sait tous, le coach allemand a instauré une règle d'or, la défense ultra haute, le bloc sur la ligne médiane. Et croyez-moi, cette défense haute, elle est là pour rester très très longtemps. Alors cette tactique a un avantage monstrueux, on ne va pas cracher dans la soupe. C'est ce qui nous permet d'être aussi létaux et impactants offensivement depuis le début de la saison. C'est grâce à cette récupération haute qu'on a la meilleure attaque d'Espagne, qu'on est largement devant le Real Madrid en termes de buts marqués et qu'on s'impose comme l'une des meilleures attaques d'Europe. Et le tout, rendez-vous compte, sans même avoir un véritable numéro 9 ultra consistant et régulier à 100% à chaque match. Cette animation offensive fonctionne grâce au bloc haut de Flick. Mais le revers de la médaille de ce système suicidaire, c'est que quand le piège du hors-jeu foire, quand la défense est mal alignée d'un petit centimètre, l'attaquant adverse part seul au but depuis le milieu de terrain. Et c'est précisément là que Johan Garcia intervient. Il a cette capacité extraordinaire à lire le jeu, à sortir vite, à compenser les lacunes de l'alignement et à rassurer tout le monde. Sans oublier sa qualité de relance au pied qui est fantastique pour initier nos propres actions. C'est très positif de voir un gardien à ce niveau. C'est une bénédiction. Mais
D'un autre côté, les frères, quand tu dois te dire que ton meilleur joueur à la fin du match, c'est ton gardien, et que les seuls autres qui ont tenu la baraque, ce sont tes défenseurs centraux, c'est qu'il y a un immense problème d'animation devant. Et parlons-en de cette défense qui a dû faire le boulot de toute l'équipe. Et c'est bien ça le grand paradoxe de ce match, les gars. C'est ce qui rend l'analyse de cette rencontre complètement folle et tellement frustrante. Quand tu te poses à la fin des 90 minutes et que tu fais le bilan de tes meilleurs joueurs sur la pelouse, tu cites qui? Tu cites Johan Garcia dans les buts, évidemment, on vient d'en parler. Mais juste devant lui, qui a tenu la baraque? C'est Ronald Araujo. Araujo, les frères. Il nous a sorti ce que j'appelle affectueusement son fameux match semestriel. Vous savez de quoi je parle? Le mec est capable d'avoir des passages à vide, mais tous les 6 mois, il se réveille et il te pond une masterclass monumentale où il devient infranchissable. On l'avait vu au match aller contre Gérone ici même, où il avait été impérial, et rebelote aujourd'hui contre le Rayo Vallecano. Non seulement il te marque ce but libérateur qui nous sauve la vie, mais défensivement, il a été un monstre physique. Il a gagné la quasi-totalité de ses duels, il a imposé sa loi dans les airs, c'était vraiment du très très solide. Et il n'était pas tout seul à faire le boulot derrière, il faut aussi souligner la performance de ta défense centrale avec un Gérard Martin qui a été encore une fois aujourd'hui tout simplement extraordinaire. Le gamin confirme, il rassure, il est propre. Tu ajoutes à ça un Joao Cancelo qui a fait de bonnes choses dans son couloir et un Marc Bernal au milieu de terrain qui a enfilé le bleu de chauffe. Bernal, parlons-en 2 secondes. Pour un jeune de son âge, l'abattage qu'il a eu à la récupération est impressionnant. Il a fait le ménage au milieu de terrain, il a gratté des ballons, il a compensé les errements de ses coéquipiers avec une maturité folle. Mais, et c'est là que le cauchemar commence les gars, une fois que tu dépasses la position de Marc Bernal sur le terrain, c'est le néant. Le vide absolu, le désert de Gobi. Offensivement, à partir du moment où le ballon franchissait la ligne médiane, c'était catastrophique. Il n'y avait plus personne, plus aucune idée, plus aucun mouvement. Prenez le cas de Lamine Yamal aujourd'hui. On va pas se mentir, ce n'était clairement pas son meilleur match. On attend tellement plus de lui, il nous a tellement habitués à l'excellence. En plus, aujourd'hui, il a dû composer avec un Araujo sur son côté qui, on le sait très bien, n'est pas un latéral de métier. Si tu considères Araujo comme un latéral droit dans ce match, ce n'est certainement pas le profil le plus offensif ou le plus à même de combiner dans les petits espaces avec un crack comme Yamal. Ça l'a isolé. Mais voilà, Lamine Yamal, ça reste Lamine Yamal. Ça reste la magie pure, les frères. Même dans un jour sans, même quand il galère pendant tout le match, il est capable de te sortir une différence sortie de nulle part. Ce centre qu'il te met pour Rafinha. Non mais mettez pause et regardez le ralenti. C'est une œuvre d'art. Un centre en demi-volée de l'extérieur du pied gauche, parfaitement dosé au millimètre près, qui vient lober toute la défense du Rayo pour atterrir directement sur la course du Brésilien. C'était stratosphérique, extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Dommage, tellement dommage. Rafinha te vendange ça d'une force. Il prend très très mal ce ballon. C'est le genre de situation, le genre d'offrande que tu n'as pas le droit de gâcher quand ton équipe est autant en galère dans le jeu. Et cette action ratée symbolise à elle seule les immenses difficultés du Barça dans le dernier tiers aujourd'hui. D'ailleurs, l'animation offensive n'est pas la seule chose qui a fait grincer des dents cet après-midi. Il faut absolument qu'on revienne sur un fait de match qui risque de faire couler beaucoup d'encre en Espagne. Cette fameuse situation litigieuse dans la surface de réparation et l'arbitrage encore une fois très très douteux. Et oui, on est obligé d'en parler de cette action litigieuse parce que dans un match aussi fermé, aussi cadenassé, le moindre coup de sifflet peut tout faire basculer. Il y a eu cette situation dans la surface de réparation du Rayo Vallecano et je vais être très honnête avec vous les gars, si l'arbitre siffle pénalty sur cette action, pour moi, ce n'est absolument pas un scandale, il y a matière à siffler. Mais en réalité, le vrai scandale dans cette histoire, ce n'est même pas qu'il n'ait pas accordé le pénalty au Barça aujourd'hui. Le vrai scandale, la chose qui me rend fou de rage, c'est qu'on sait tous pertinemment que si ça avait été une autre équipe avec un maillot blanc, il y aurait eu pénalty tous les jours. Les gars, on va pas se mentir, on regarde tous la Liga chaque week-end. Combien de fois cette saison, on a vu le Real Madrid obtenir des pénaltys exactement sur ce genre de situation, des micro-contacts, des fautes litigieuses qui tombent toujours du même côté de la balance. C'est une réalité, c'est factuel. Mais attention, je ne veux surtout pas qu'on tombe dans la victimisation facile. Ok, l'arbitrage a été très douteux aujourd'hui. On l'a vu sur le penalty, on l'a vu aussi sur cette action complètement lunaire où l'arbitre siffle un corner pour le Rayo alors que le ballon n'était absolument pas sorti des limites du terrain. C'était grotesque. Mais malgré tout ça, il est hors de question de se cacher derrière l'arbitre. On n'a
n'a pas été bon, un point, c'est tout. Quand tu proposes une telle bouillie de football, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et quand je dis qu'on n'a pas été bon, je pense forcément à Rafinha. Alors je vais d'abord enfiler mon costume d'avocat pour le défendre sur un point précis. Bravo Rafinha, bravo pour l'attitude, bravo pour la grinta. Tout ce qu'il a donné dans le pressing aujourd'hui, dans le repli défensif, dans les récupérations hautes, c'était phénoménal. Le mec a 3 poumons. Sur l'occasion qu'il rate par exemple, posez-vous la question, est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir de manquer de lucidité au moment de conclure? À partir du moment où c'est lui qui va gratter le ballon quasiment au milieu de terrain, qu'il se tape un sprint de 50 mètres pour se projeter dans la surface avec la langue qui pend, c'est très compliqué de le fusiller pour son raté. Mais, et c'est un grand mais, globalement, dans le dernier geste, dans la finition, il a été très décevant. C'était brouillon, c'était précipité et c'est un peu à l'image de toute cette attaque du Barça aujourd'hui. Beaucoup d'efforts, zéro efficacité. Et s'il y a bien un joueur qui cristallise cette inefficacité au milieu de terrain aujourd'hui, c'est Fermín López. Les frères, je vous le dis droit dans les yeux, je suis désolé, mais Fermín ne doit pas être titulaire indiscutable dans ce Barça-là. Je sais que beaucoup l'adorent, mais écoutez bien mon analyse. Pour moi, Fermín est un joueur de stats. Mais Dani Olmo est un joueur clutch. Je m'explique. Fermín López, sur une saison complète, il aura probablement plus de statistiques brutes. Il marquera plus de buts, il fera plus de passes décisives. C'est une réalité parce qu'il se projette énormément. Olmo, de son côté, marquera peut-être moins. Mais Dani Olmo, lui, il a cette capacité rarissime à être décisif dans les moments cruciaux. C'est lui qui va te débloquer un match verrouillé à 0-0 à la 70e minute. C'est lui qui va trouver la passe laser qui casse 3 lignes quand tout le monde panique. L'impact d'Olmo sur le jeu est beaucoup plus important, beaucoup plus profond que celui de Fermín. Fermín, c'est l'éternel problème. Sur certains matchs, quand l'équipe ne tourne pas, il devient totalement fantomatique. Tu ne le vois plus, il disparaît de la circulation, il est incapable de dicter le tempo. C'est pour ça que je suis convaincu que son vrai rôle, c'est d'être un super sub. Un joueur qui rentre en fin de match, qui amène sa folie et son énergie quand les défenses sont fatiguées. D'autant plus qu'on sait très bien que Dani Olmo n'a pas encore le coffre physique pour jouer 90 minutes à haute intensité. Mais aujourd'hui, sans un Olmo à 100% et avec un Fermín transparent, notre milieu de terrain était d'une légèreté effrayante. Et c'est là qu'on se met à rêver du retour d'un joueur qu'on a pourtant beaucoup critiqué. Et c'est précisément quand on constate cette légèreté effrayante au milieu de terrain, quand on voit un Pedri beaucoup trop isolé pour faire des miracles tout seul, qu'on se met à repenser à certains absents. C'est dans ce genre de match cadenassé qu'on se dit que la solution, ce qu'il nous faut réellement pour lier le jeu, c'est peut-être le retour d'un Frenkie de Jong. Oui, vous m'avez bien entendu. Je sais que je suis le premier à l'avoir beaucoup critiqué par le passé. Mais attention, il faut nuancer. Là où je critiquais sévèrement de Jong, c'était quand les coachs s'obstinaient à le faire jouer en pur numéro 6. Pour moi, le débat est définitivement clos à ce poste. Marc Bernal ne bouge pas. Ce gamin est extraordinaire défensivement. Il a le sens du placement, il récupère proprement. Le poste de sentinelle est pour lui. Mais un Frenkie de Jong placé un cran plus haut sur le terrain, en relayeur, je vous le dis les gars, c'est une toute autre histoire. Dans ce rôle, avec sa capacité à casser des lignes par ses projections, à ressortir les ballons sous pression, à combiner dans les petits espaces et à conserver le cuir dans le camp adverse, il nous ferait un bien fou. C'est exactement ce profil hybride qui nous a manqué cruellement aujourd'hui pour apporter du liant et soulager Pedri. J'ai vraiment hâte de revoir un De Jong utilisé à son vrai poste sous Hansi Flick. Et puisqu'on parle de profil de joueur et de compatibilité avec le style de jeu du Barça, il faut qu'on ouvre une parenthèse lunaire. Parce que j'en vois certains fantasmer sur des profils rapides et quand on voit encore une fois l'entrée de Marcus Rashford de l'autre côté, les frères, je suis désolé, mais c'est un sketch. C'est un véritable sketch. Alors bravo à lui pour sa vitesse de pointe. Franchement, si la délégation britannique a besoin d'aller chercher une médaille d'or aux Jeux Olympiques en athlétisme sur le 100 mètres sprint, pourquoi pas, appelez-le. Mais sur un terrain de football, balle au pied, c'est le Mbappé du pauvre. Je vous le dis et je vous le redis. Le mec prend le ballon, il baisse la tête et il court tout droit. C'est tout. À la limite, dans une équipe qui mène au score, qui joue bloc très bas et qui ne procède qu'en contre-attaque dans la profondeur, ça peut faire illusion. Mais au Barça, jamais de la vie. Ce genre de joueur n'a absolument pas l'ADN, l'intelligence tactique ou la finesse technique pour s'insérer dans notre jeu de possession et de combinaison. On en est à des années-lumière.
Bref, on va refermer cette parenthèse et redescendre en pression parce que ce match m'a épuisé. Je vous dis la vérité, c'est une déception totale sur le contenu. Surtout avec cet horaire maudit de 14h. Je suis encore complètement décalé avec le rythme du Ramadan. Je me suis forcé à me lever. J'ai dû dormir 2 heures à tout casser la nuit dernière pour être devant mon écran. Et tout ça pour voir une purge pareille. Ça fait mal à la tête. Mais dans le football et surtout dans une course au titre en Liga, il faut savoir être cynique. La seule et unique chose qu'on va retenir de cet après-midi ensoleillé, ce sont les 3 points. On a fait le boulot sur le plan comptable, on sécurise notre place et c'est bien là l'essentiel quand on joue aussi mal. Maintenant, le plan est simple pour que cette journée cauchemardesque se termine en beauté. On s'installe confortablement ce soir, on croise les doigts et on espère de tout cœur un gros faux pas du Real Madrid. S'il lâche des poids aujourd'hui, ça transformerait cette purge de 14 heures en une excellente opération au classement. Ce serait tout simplement incroyable. C'est la fin de ce débrief, la famille. C'est à vous de jouer dans les commentaires. Que pensez-vous de la masterclass de Johan Garcia? Est-il enfin le gardien qu'il nous fallait pour ce système? Fermín López doit-il retourner sur le banc au profit de Dani Olmo ou d'un De Jong plus haut? Et surtout, êtes-vous d'accord pour dire plus jamais le Barça à 14h? Faites péter la barre des likes pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochains débriefs. On se retrouve très vite sur Can Inside. Prenez soin de vous les frères.